Je voulais commencer avec cette question. En fait, tu l'as posée un petit peu. À quoi sert la littérature? Grande question, s'il en est une, à laquelle je ne répondrai pas. Mais c'est une question, en fait, qui me tue, parce qu'on n'arrête pas de la poser. En fait, on ne la pose pas en mots, forcément, mais je la vois constamment dans le regard de mes élèves ou de ceux qui passent ici. À quoi sert la littérature? À quoi sert la littérature? Mais ça va? Mais je ne vais pas répondre. On la voit partout, cette question-là, dans le regard, donc, même de mes collègues qui enseignent d'autres disciplines. Je la vois constamment dans le regard des gens à qui je dis que j'enseigne la littérature au collégial. On l'entend même à l'Assemblée nationale, cette question-là. À quoi sert-elle? Mais je ne répondrai pas à la question, encore une fois, parce que généralement, ma réponse est assez courte et assez maigre. Elle ne sert à rien, la littérature. C'est la réponse que j'oppose généralement à la question. Mais par contre, le rôle de la place, c'est-à-dire la question de la place du rôle de la littérature dans la formation des élèves, elle se pose. Hein? Quelle place, quel rôle doit-elle jouer, cette littérature? Pourquoi analyser des œuvres littéraires? Pourquoi lire des œuvres littéraires? Pourquoi devoir en rendre compte dans des textes à la forme contraignante, difficile? Pourquoi lire les classiques? Julie, tu répondras peut-être un peu à la question tout à l'heure. Et pourquoi ne pas se contenter de lire des textes plus accessibles que les élèves aimeraient et qui leur éviteraient ce moment douloureux dont tu parlais tout à l'heure? Moi, j'ai eu envie de répondre un peu à cette question, à quoi sert la littérature ou quel est son rôle au collégial, parce qu'il m'apparaît moins une évidence, et peut-être que c'en est une pour vous, sûrement, professeur de littérature, mais peut-être pas pour vous, prof de philo, je ne sais pas. La littérature développe, à mon sens, chez chacun, souvent à notre insu, l'empathie. La littérature permet de développer notre empathie. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Robert l'a défini comme la faculté de s'identifier à quelqu'un, la capacité de ressentir ce qu'il ressent. Donc, au sens plus large, l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, être capable de comprendre sa façon de sentir, de ressentir, sa façon de penser, sa façon de... ses croyances, peut-être, ses motivations. Alors, c'est une faculté qui, pour moi, est essentielle, l'empathie. Tous les jours, le monde se révèle à nous dans sa complexité. On ne comprend pas toujours le monde. L'autre nous est présenté dans sa différence, parfois incompréhensible. On a juste à penser aux bulletins de nouvelles qui nous sont présentés. On est constamment confronté à cette autre et à cette différence. On vit aussi dans une société individualiste et on est chacun un petit peu centré sur nos propres préoccupations. On conçoit souvent le monde à travers le prisme de nos préoccupations nombrilistes. Hein? Je pense que cet exercice consistant à se mettre dans la peau de l'autre est un exercice absolument essentiel. Il faut essayer de le faire, il faut essayer de le pratiquer à certains moments. J'en parlais avec toi hier, hein? C'est ça, c'est l'exercice qui consiste à sortir de soi, à se projeter ailleurs, à s'imaginer, à être à la place de quelqu'un d'autre pour adopter un peu sa perspective, quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes. Alors, c'est un exercice qui peut s'avérer très distrayant, hein? Jouer à être quelqu'un d'autre, s'imaginer être quelqu'un d'autre. C'est un exercice qui peut être aussi exigeant, mais certainement enrichissant. Alors là, évidemment, on va me dire, ben oui, mais l'empathie, ça s'acquiert autrement que par la littérature, que par l'étude d'œuvres littéraires. Alors, évidemment, on l'apprend tous les jours, on l'apprend au contact des autres, on l'apprend par la transmission des valeurs, ce que nos parents nous enseignent. Pas la littérature, mais l'empathie s'acquiert grâce à ce que, je ne sais plus qui, a appelé l'éducation des sentiments. Et l'éducation des sentiments, c'est drôlement important parce que ça s'éduque des sentiments. Et c'est là que la littérature peut jouer un rôle, je crois, dans l'éducation des sentiments et dans l'acquisition de l'imagination empathique. Alors, déjà tout petit, quand on lit des textes, on développe cette imagination empathique. Hein? Vous avez tous joué à « toi, tu vas faire le méchant, moi, je vais faire la petite fille qui a peur, puis toi, tu vas venir me sauver, OK? Toi, tu es celle qui me réconforte. » Et on aime ça, on se projette dans toutes sortes de rôles comme ça. Alors, plus tard, évidemment, quand on tombe dans des œuvres littéraires, on s'aperçoit que les œuvres littéraires sont comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde. Hein? Les œuvres littéraires, elles proposent des points de vue multiples sur le monde. Elles proposent des points de vue uniques aussi. Elles nous présentent des situations, des personnages complexes, parfois indéchiffrables. Et surtout, les œuvres littéraires nous donnent accès à l'intériorité des êtres. Et on n'y a pas accès dans la vie de tous les jours. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, ce que vous êtes intérieurement, ce qui vous motive, puis je n'ai pas accès à cette chose-là, mais la littérature nous donne accès à ça.
quand on plonge dans ces univers de fiction, on est obligé, encore plus peut-être dans un cadre scolaire, on est obligé de faire un effort pour interpréter, pour comprendre, pour imaginer ce qui nous est étranger, pour imaginer ce qui est différent, ce qui est inconnu, incompréhensible, indicible, même invisible et dans certains cas même inadmissible. On est obligé d'essayer, il faut faire l'effort pour comprendre ça. C'est ce que j'appelle donc lire entre les lignes. Il faut apprendre à lire entre les lignes, il faut apprendre à décoder le non-dit. Donc lire entre les lignes et décoder le non-dit, c'est ce que nous apprend la littérature. On est obligé de faire ça. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie en société, de lire entre les lignes. Là, j'ai envie juste d'ajouter un petit quelque chose. C'est pas toutes les œuvres littéraires qui permettent ça. On parle souvent de l'enseignement de la grande littérature et je pense que contrairement à des œuvres que je qualifierais de divertissantes, uniquement divertissantes, la grande littérature ne se contente pas de nous proposer une vision stéréotypée du monde, des individus, ne propose pas des situations, des dénouements convenus, attendus. Non, généralement, elle nous entraîne dans des sentiers un peu sinueux, elle nous amène dans des cul-de-sac. Et la littérature, la grande littérature, elle n'explique pas tout et elle ne dit pas tout. Donc, elle oblige le lecteur, les étudiants, vous, moi, elle nous oblige à jouer ce rôle essentiel, c'est-à-dire un rôle d'interprétation, de décodage, nous oblige encore une fois à lire entre les lignes. Donc, la littérature nous amène à nous intéresser à l'autre et à sa façon de voir. Souvent, on dit que la lecture permet de vivre par procuration. Bon, ça, c'est évident. On aime lire parce qu'on peut se mettre... parce que souvent, on se retrouve dans les personnages. Ils nous ressemblent, on se projette en eux, ou on aimerait être eux. Donc, déjà, il y a un travail d'empathie qui se fait de ce point de vue-là. Mais les œuvres qui développent vraiment en nous l'empathie, ce sont les œuvres, au contraire, qui nous placent face à des êtres qui nous opposent. Oui, comme ça. Donc, qui nous placent face à des êtres à qui tout nous oppose, des personnages qui ne nous ressemblent pas du tout, des personnages que nos repères, que nos connaissances, que nos valeurs nous empêchent de comprendre, des personnages même pour lesquels on n'a aucune sympathie parfois. Et là, on va être obligé de faire un véritable travail. Là, ces personnages-là sont autrement intéressants parce qu'ils nous amènent, donc, non pas à nous comprendre mieux nous-mêmes, mais à mieux comprendre l'autre. Alors, enseigner la littérature, j'y viens, c'est mettre entre les mains des élèves des œuvres qu'ils ne liraient pas spontanément d'eux-mêmes. C'est justement leur mettre entre les mains, c'est leur faire rencontrer, en fait, leur faire analyser cet l'autre d'un autre lieu, d'une autre époque, d'un autre sexe, d'un autre milieu social, d'une autre condition, d'un autre âge. C'est ça qu'on met entre les mains des élèves. Dans des textes déroutants, tu parlais tout à l'heure vous parliez tous les deux du moment négatif. C'est là où on sent une résistance, là, parce qu'on leur propose des œuvres qui ne leur parlent pas d'eux-mêmes, mais qui leur parlent de l'autre. Donc, un autre qu'ils n'auraient pas fréquenté en temps normal, mais qu'ils côtoient peut-être sans le savoir ou sans s'intéresser à lui, l'autre dont lui parlent les journaux télévisés ou encore ses grands-parents. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne? Bon, évidemment, il y a tellement d'œuvres qui pourraient illustrer ça, là, vous pensez sans doute à toutes sortes d'œuvres que vous mettez au programme qui permettent aux élèves ou qui amènent les élèves à se mettre dans la peau de toutes sortes de personnages invraisemblables. Bon, je vais mentionner quelques titres d'œuvres que je n'ai pas forcément enseignées, mais qu'on pourrait très bien enseigner. Donc, je pense à des romans comme L'Attentat de Yasmina Khadra, un auteur algérien, donc dans lequel il s'intéresse aux racines un peu du terrorisme. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à poser des actes terroristes? Un roman dont on a beaucoup parlé récemment, L'Orangerie de Larry Tremblay, qui vient de gagner d'ailleurs le prix littéraire des collégiens, donc que les jeunes ont beaucoup aimé, et qui explore aussi ça, les racines du terrorisme. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est obligé de se mettre de l'autre côté un petit peu du tunnel, là. On voit à l'autre bout. Un roman français que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Pour en finir avec Eddie Bellegueule », d'un auteur qui s'appelle Édouard Louis, un jeune auteur donc qui présente le point de vue d'un jeune homosexuel vivant dans une petite ville de province en France, dans un milieu ouvrier, peu éduqué, plein de préjugés, et qui subit de l'intimidation. Donc, un bel exemple aussi pour des élèves d'apprendre à percevoir ce point de vue-là. J'ai lu encore tout récemment un roman québécois dont on a aussi beaucoup parlé, qui s'intitule « Chercher Sam » de Sophie Bienvenue, qui présente le point de vue d'un jeune sans-abri montréalais.
Alors, évidemment, moi, j'ai jamais parlé à un sans-abri, puis j'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent ressentir. Enfin, on peut imaginer comme ça, mais ce roman-là est formidable parce qu'il nous oblige à concevoir ce que ça peut être, donc, de vivre cette vie-là. On pourrait penser à toutes les œuvres de la littérature migrante qu'on met souvent au programme dans les cours de littérature québécoise, donc des œuvres qui nous présentent la réalité des immigrants, des enfants d'immigrants qui nous entourent, qu'on côtoie tous les jours au collège. Rue de Kim Thuy, qu'on a souvent mentionné, donc qui nous présente des Vietnamiens, des boat people, donc qui ont immigré ici après avoir laissé derrière eux un statut social, un emploi, une vie tout à fait autre à laquelle ils ont renoncé, dont ils ont fait le sacrifice et qui se retrouvent ici à occuper des emplois médiocres. Donc, ce sont des gens qu'on côtoie tous les jours. Et là, ce récit-là nous amène à être plus sensibles à cette réalité-là. Incendie d'Ouajdi Mouawad, que presque tout le monde connaît, pour avoir vu la pièce, vu le film, c'est aussi un texte qui nous amène à réaliser tous les drames, toutes les tragédies qui se cachent derrière ces gens que nous côtoyons, donc qui ont vécu des choses terribles dans le passé, qui souvent n'en parlent pas, mais qui sont néanmoins marqués par ces choses-là. Bon, la liste est longue, hein. Il y a des textes québécois qui nous permettent de comprendre le sentiment d'aliénation qui a longtemps habité les Québécois. Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, le poème Speak White de Michel Lalonde, qui sont des textes qui reviennent souvent dans les cursus de mes collègues. Même Le Survenant de Germaine Guévremont nous amène à comprendre un peu la réalité de nos ancêtres, d'où vient ce conservatisme, cette crainte face à ce qui est étranger. Alors, ce sont tous des livres qui, quand on les analyse, bien sûr, nous amènent à percevoir ces points de vue. Non, j'aurais aimé parler de 2 livres en particulier que je mets régulièrement au programme et qui permettent assez bien de faire cet exercice. J'aurais eu envie de parler, mais j'en parlerai pas, d'Alexandre Chenevert de Gabriel Leroy, qui est un livre qui nous amène à se mettre un peu dans la peau d'un vieux monsieur de 54 ans. Non. Qui oblige donc à un homme tout à fait quelconque, banal, à l'air maladif, qui a l'air de rien, un homme insignifiant comme on en croise tous les jours dans le métro, et qui pourtant caresse des rêves de changer le monde. Oui, c'est terrible ce que je viens de dire, mais on efface si jamais ça tourne. Non, mais en fait, plus fréquemment, je mets au programme La Peste d'Albert Camus, qui est un roman magnifique à bien des égards, mais notamment en ceci. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas La Peste d'Albert Camus, c'est un roman qui raconte donc l'histoire d'une petite ville, Oran, une petite ville algérienne qui est frappée par ce fléau, la peste, au 20e siècle. Et Camus va nous présenter la réaction des différents habitants de la ville face à ce fléau-là, qui est une métaphore, en fait, du mal, une métaphore, ça aurait pu être je sais pas moi, l'occupation de la ville par une armée ennemie, ça aurait pu être une catastrophe naturelle. Donc, les gens sont placés dans une situation extrême et sont amenés à réagir de toutes sortes de manières. Et là, Camus explore ces différentes réactions-là. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et ça nous oblige, nous, comme lecteurs, à se demander, moi, qu'est-ce que j'aurais fait ou qu'est-ce que je ferais en pareille circonstance? Alors, est-ce que je fermerais les yeux sur la situation? Est-ce qu'au contraire, malgré les risques, malgré le danger, j'essaierais d'agir, de me révolter, de faire quelque chose pour endiguer le fléau? Est-ce que je serais de ceux qui tenteraient de fuir, de s'échapper par lâcheté ou parce que je ne me sentirais pas concernée par la chose? Ou est-ce que je ferais partie de ces collaborateurs, donc ceux qui profitent du fléau, qui en tirent profit? Alors, c'est un livre, je pense, où qui amène les élèves à se poser ce genre de questions-là et qui leur fait réaliser qu'à posteriori, c'est facile de juger les collaborateurs ou les déserteurs, quand on parle notamment de la Deuxième Guerre mondiale, mais que quand on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est pas si simple. Donc, ça nous amène à plus d'indulgence, je pense, et à plus de nuances, certainement. Alors, j'ai une longue conclusion. Mes élèves ont exactement la même réaction. Tu sais, il reste 10 minutes. Ouais. Là, c'est plus personnel, en fait. Mais j'ai, moi, comme lectrice, souffert de l'injustice du monde avec Jean Valjean, Les Misérables. J'ai ressenti aussi le poids du pouvoir avec l'Adrien de Marguerite Yourcenar. J'ai éprouvé la différence avec Hosanna de Michel Tremblay. J'ai même sympathisé avec Anna Karénine, la femme infidèle de Tolstoï, mais j'ai sympathisé tout autant avec son mari, cocu, blessé mais généreux. Alors, toutes ces vies que j'ai vécues m'habitent encore, me définissent, m'accompagnent, m'aident à comprendre le monde, m'aident à comprendre l'autre, avec toutes ces différences et avec tout ce qui le tient éloigné de moi dans la vraie vie. Il y a des gens tout à fait infréquentables que j'ai côtoyés avec beaucoup de bonheur dans la littérature.
Alors, ces gens-là, ce sont toujours des autres, ils sont toujours l'autre pour moi, mais si je m'arrête, je m'aperçois que je les connais un petit peu. Et je suis plus tout à fait insensible ou indifférente à ces gens-là. Je juge moins, en tout cas, je nuance ma pensée. Alors, la grande question, évidemment, c'est est-ce qu'il en est de même, en sera-t-il de même pour mes élèves? Auront-ils la même réaction? L'élève que j'ai été, moi, à 17 ans, a été déconcerté devant cette Emma Bovary de Flaubert, dont mon professeur disait que nous lui ressemblions tous un peu. À 17 ans, je la méprisais. Je méprisais cette femme à la vie médiocre, vivant par procuration en lisant des romans. Cette femme incapable de changer sa condition autrement qu'en se donnant la mort, hein? Lâcheté suprême, abandonnant son enfant, son mari. Il m'a fallu des années, voire des décennies, pour que je la juge avec moins de sévérité, pour que même j'éprouve une certaine bienveillance pour toutes les Emma Bovary de ce monde. Et même, je vous confierai, entre nous, que je me retrouve parfois en elle, ça m'arrive. Mais jamais mon professeur, M. Vian, jamais M. Vian n'a su l'effet que cette lecture avait eu sur moi. Jamais. C'est donc dire que l'enseignement, c'est un acte de foi. Laïque, mais bon. Nous ne récoltons jamais ou à peu près ce que nous semons. Hein? Donc, les œuvres littéraires dont nous imposons la lecture à nos élèves, en ayant parfois l'impression de les leur entrer de force dans la gorge, les accompagneront peut-être. Donc, ces œuvres les accompagneront peut-être, transformeront peut-être un jour leur vie, changeront leur regard sur leur mère, sur leurs voisins, sur les peuples du bout du monde, mais nous n'en saurons rien, probablement. Donc, il faut vivre avec cette conviction qui, sans être une certitude, me motive, moi, comme prof, et vous aussi, je suis sûre, c'est-à-dire que la littérature contribue, sans que nous nous en apercevions souvent, au fil du temps, contribue donc à développer cette imagination empathique qui non seulement enrichit notre expérience de mille et une façons, mais cette imagination empathique, je crois, qui contribue à l'éducation des sentiments qui est nécessaire à une vie riche et harmonieuse, mais qui est également nécessaire, je crois, au développement d'une société qui se veut généreuse et qui se veut ouverte. Et j'ai terminé.